Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir des problèmes qui intéressent les femmes, y compris l'éducation des enfants, donc l'enseignement, et d'autre part, des problèmes de politique étrangère. C'est pourquoi j'ai demandé le concours de Madame Rose Vincent, qui représente la presse féminine, de Madame Beauchamp, que vous connaissez bien, c'est Madame Inter, et de Monsieur Bernadac, en ce qui concerne la politique étrangère. À vous, mesdames, je vous prie. Tous les discours commencent toujours par « mesdames, messieurs ». Mais s'adressent-ils vraiment aux femmes? Croyez-vous qu'on soit arrivé à bien définir leur rôle dans la société moderne? Madame, je crois que le XXe siècle est à coup sûr le siècle de la libération de la femme et de sa marche vers l'égalité. En France même, elle a conquis l'égalité politique et notamment le droit de vote que lui a donné le général de Gaulle. Et d'autre part, nous voyons bien que dans l'éducation, dans les écoles, dans le travail, de plus en plus, les femmes ont leur rôle et tendent vers l'égalité. Je ne dis pas que nous soyons encore parvenus à la perfection en ce domaine, et je crois qu'il faut y tendre, mais je crois aussi qu'il serait souhaitable que cette égalité ne fasse pas des femmes des hommes. Je crois qu'il faut qu'elles gardent tout de même leur caractère et, disons, leur féminité, si vous permettez. Mais quand on parle de travail féminin, on pense toujours que c'est un luxe. Mais il y a 3 millions de veuves en France. Il y a 4 millions de célibataires adultes. Il y a 400 000 divorcés. Toutes ces femmes doivent travailler pour vivre. Or, elles sont toujours sous-payées à travail égal. Leur salaire n'est pas égal. Vous le savez, il reste encore 12% inférieur à celui des hommes. Et si elles sont seules à 40 ans, rien n'est fait pour les recycler. Vous posez là un très grand problème et devant lequel l'État n'est pas absolument tout-puissant. La loi a prévu à salaire égal, à travail égal, salaire égal. D'autre part, vous le savez, madame, je crois, et vous aussi, je pense, dans toutes les administrations de l'État, dans tout ce qui dépend de l'État, à travail égal, les femmes ont un salaire égal. Il est exact que souvent, dans le travail privé, dans l'industrie privée, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on a trop encore l'impression que les femmes n'ont pas la formation désirée. Alors je pense deux choses. La première d'abord, si vous me permettez de vous le dire, c'est qu'il faut que les femmes se défendent, non pas par des ligues féministes à proprement parler, je crois que la mode en a passé, mais que syndicalement, professionnellement, elles fassent valoir leurs droits et leur formation. La seconde, eh bien la seconde, c'est le problème de la formation en effet, ou du recyclage. Mais vous savez, ça, c'est vrai aussi pour les hommes. Beaucoup d'hommes, dans une époque où tout change, sont obligés au cours de leur vie de se recycler ou seront obligés d'avoir du recyclage. J'ai d'ailleurs fait une loi d'orientation et de programme sur la formation professionnelle qui est ouverte aux jeunes filles et aux femmes de tout âge, aussi bien qu'aux hommes. Et les écoles de formation professionnelle, les instituts universitaires de technologie, tout cela est ouvert aux femmes aussi bien qu'aux hommes. Ceci étant dit, c'est un effort qui encore n'a pas porté tous ses fruits, j'en suis bien d'accord, et il faudra certainement accroître la montée des femmes dans le travail et vers le salaire égal, mais c'est un peu sur elles qu'il faut compter aussi, et non pas simplement sur le gouvernement. Mais elles vous ont écouté, je crois. Il y a aussi les femmes qui veulent travailler, mais qui se heurtent à un problème majeur, à savoir la difficulté de la garde de leurs enfants. Les moyens sociaux sont dans ce domaine extrêmement insuffisants. Imagineriez-vous un système, par exemple, semblable à celui du 1% pour le logement, qui permette d'escompter à coup sûr le développement des moyens en question? Je sais de quoi vous parlez, madame, c'est évident. Pour la jeune mère de famille en particulier, le problème de la garde des enfants est évidemment crucial. Beaucoup a été fait, vous savez, et le nombre de crèches, l'entrée à la maternelle beaucoup plus tôt, tout cela est déjà vrai. Qu'il faille accentuer l'effort, qu'il faille imaginer des modalités de financement particulières, vous pensez à quelque chose comme ce 1% qu'on a fait pour le logement, je n'y serai, pour ma part, absolument pas hostile, bien au contraire. En tout cas, je pense qu'il est essentiel pour la jeune mère de famille, si elle a besoin de travailler, ou si elle veut travailler d'ailleurs,
que le problème de la garde des enfants soit assuré et que de ce point de vue-là, c'est en effet la création de crèches, d'écoles maternelles, de jardins d'enfants qui est la chose essentielle. Très bien. Et d'équipements sociaux aussi par la même occasion, d'aide familiale quand la mère se trouve avec trop d'enfants. Mais les aides familiales, n'est-ce pas, c'est extrêmement intéressant et doublement intéressant parce que ça donne du travail à des jeunes filles ou à des femmes et en même temps, ça permet aux mères de famille de n'avoir pas de soucis à cause de leurs enfants. Bien. Et que pensez-vous du travail partiel, comme on le pratique dans certains pays étrangers? Le travail partiel se pratique surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? Il faut dire que je ne suis pas contre, mais il faut faire attention en ces matières. Il n'est pas prouvé que le travail partiel ne soit pas une façon de décourager les employeurs de faire travailler les femmes. Dans une société très évoluée, comme est la société américaine, où les besoins de travail sont immenses, on arrive à utiliser tout le monde. En France, si nous édictions à l'heure actuelle un texte obligatoire, je dirais, sur le travail partiel, cela aurait certainement pour résultat de décourager beaucoup d'employeurs qui se diraient que pour eux c'est une surcharge. Nous irons sans aucun doute vers le travail partiel, comme nous irons vers la journée continue. C'est probablement une question aussi que vous m'auriez posée. C'est-à-dire tout ce qui permet à la femme d'être à la fois femme d'intérieur, mère de famille, et en même temps de gagner sa vie ou d'apporter un peu d'aide au ménage. Mais il faut être prudent, car j'ai constaté plusieurs fois, comme Premier ministre, que des textes que j'avais pris dans un sens social, avec une volonté sociale, se retournaient contre ceux que je voulais servir, parce que c'était un peu prématuré. C'est vrai, le travail partiel peut amener les femmes à travailler au rabais, mais les aménagements de la sécurité sociale pourraient lui laisser au moins le choix. Oui, ça je ne dis pas non, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était à la femme de faire un peu ses preuves. Est-ce que vous envisageriez, monsieur, de prendre à votre gouvernement, si vous étiez élu, des femmes ministres? Écoutez, d'abord, tout le monde le sait du moins, je le pense, puisque je le lis dans les journaux, dans mon entourage, dans mon cabinet, j'ai toujours donné des postes très importants aux femmes. Le chef de mon cabinet, le chef de mon service parlementaire, le chef de mon service de presse étaient 3 femmes à Matignon. Je ne sais pas si quelqu'un peut en dire autant. Et d'autre part, je peux dire, sans violer le secret professionnel, je peux dire que s'il y a à l'heure actuelle une femme au gouvernement, mademoiselle Dienesch, qui est, vous savez, secrétaire d'État aux affaires sociales, c'est à mon insistance particulière que cela est dû. Et s'il y a des femmes qui veulent être ministres et qui en ont les capacités, eh bien je suis tout prêt à leur ouvrir les portes du gouvernement, parce qu'elles y apportent justement ce sens des réalités et ce sens de l'humanité que j'apprécie plus que tout et qui, mon Dieu, ne fait pas toujours défaut aux hommes. Enfin, il n'est pas mauvais qu'on le leur rappelle. Que pensez-vous, monsieur, des jeunes que vous avez vus vivre l'année dernière, en certaines circonstances bien précises, et qui, pour beaucoup, vont voter cette année pour la première fois à l'occasion de cette élection présidentielle? Je souhaite que ces jeunes, que j'aime bien, même quand ils crient des slogans qui ne me sont pas favorables, je souhaite que ces jeunes se rappellent comment je les ai un peu compris, je l'ai dit à l'Assemblée le 14 mai, et comment je n'ai pas voulu, à aucun prix, verser leur sang et les combattre. J'ajoute d'ailleurs que je me propose la semaine prochaine, je crois que c'est mercredi prochain, à la radio, de leur consacrer une émission particulière. Alors je pense que je les comprends et j'espère qu'ils me comprendront. Mais les mères de famille sont assez inquiètes encore de tout ce qui se passe dans les écoles, les lycées, les universités. Il faudra sans doute qu'à une occasion ou une autre, je parle plus longuement de l'université. Je dirais aujourd'hui, madame, très rapidement ceci. Il y a l'université, les étudiants et les étudiantes, et aussi les classes supérieures qui préparent aux grandes écoles. Ce sont des garçons ou des filles qui ont 20 ans et plus, et par conséquent, il est normal qu'ils participent à l'enseignement, qu'ils donnent leur avis, qu'ils aient avec leurs professeurs un échange permanent de vues, à condition qu'ils soient bien entendu de bonne foi et que ça ait pour but de travailler et de s'instruire. Et il faut donc à l'université aussi une autorité. Il faut qu'à un moment donné, on cesse de discuter et qu'on commence à travailler.
Et d'ailleurs, dans l'université, il faut distinguer. En philosophie, par exemple, on peut parler. Je dirais que c'est même l'objectif de la philosophie. Mais en médecine, il faut apprendre. Je n'ai pas envie de confier ma vie, ni celle de mes enfants ou petits-enfants à venir, à des médecins qui auraient passé leur vie à discuter sur ce que doit être l'enseignement de la médecine et qui auraient oublié d'apprendre l'anatomie. Et puis il y a les lycées. Alors là, c'est tout à fait différent. Dans les lycées, avant le bachot, il faut que, certes, on ne maltraite pas les enfants, loin de là, qu'au besoin, on tâche de faire un enseignement rénové, plus moderne, avec une pédagogie plus actuelle, et qu'on tienne compte de l'évolution. Mais il faut de l'ordre, il faut de l'autorité, il faut que les chefs d'établissement, il faut que les professeurs retrouvent leur autorité, et il faut que les parents les y aident. Et sur ce point, je reconnais qu'il y a un très gros effort à faire. Au total, voyez-vous, nous sommes dans une époque où tout change, en permanence. Un des grands changements, c'est certainement la promotion féminine, comme on dit, et dont je me félicite, parce que, je répète, elle peut donner à la société mécanique un caractère plus humain et une sorte de tendresse qui manque souvent aux hommes et toujours aux machines. Il y a les enfants, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Il faut que les mères puissent jouer pleinement leur rôle et il faut pourtant qu'elles puissent aussi jouer un rôle dans la société. L'État peut y aider, elles doivent elles-mêmes s'aider. Il faudrait aussi que tout le monde, et notamment les employeurs, notamment les dirigeants d'entreprise, les dirigeants d'affaires, comprennent qu'ils peuvent utiliser pleinement le travail des femmes sans pour autant les sous-payer. Passons, monsieur, maintenant, si vous le voulez bien, au second volet de cet entretien, la politique étrangère. Il est toujours difficile pour un candidat à l'élection présidentielle d'annoncer les objectifs, l'ensemble des objectifs de sa politique étrangère. Mais peut-être les grandes lignes sont-elles plus faciles à situer. On a toujours dit que la politique du général de Gaulle pouvait être qualifiée par le mot grandeur. Alors, comment vous situez-vous par rapport au général de Gaulle dans ce domaine ? Vous savez, quand on pense à ce qu'était la politique extérieure de la 4e République, il était facile qu'on parle ensuite de grandeur par comparaison, et je le dis sans plaisir. D'autre part, bien sûr, le général de Gaulle avait une stature internationale. Le moindre de ses mots avait un retentissement mondial extraordinaire, et on en cherchait les explications et ce qu'il avait bien pu vouloir dire. Tout cela, je ne l'apporte pas. Mais, il y a une chose qu'en tout cas, je ne laisserai pas se perdre, que le général de Gaulle a conquise et qui me paraît vitale, c'est l'indépendance. Et quand je dis indépendance, ne croyez pas que je parle de nationalisme, de repliement sur soi. L'indépendance, ça veut dire ne s'engager que librement, prendre les engagements que l'on veut prendre et ne pas se les laisser imposer par d'autres. Un contrat de mariage, eh bien, chacun des deux fiancés prend les engagements qu'il juge devoir prendre à égalité, et il n'y en a pas un qui s'impose à l'autre. Eh bien, c'est pareil dans les alliances, les amitiés, les rapports internationaux. C'est cela, l'indépendance. Mais cette indépendance nationale, comment peut-on la définir plus particulièrement ? Je pense en particulier, et comme la plupart des électeurs, à la force de dissuasion française, aux problèmes du Moyen-Orient, à la coopération avec l'Union soviétique et nos rapports, par exemple, avec les États-Unis. Écoutez, l'indépendance pour la France, cela veut dire être libre de ses choix. Ses choix, c'est par exemple ses alliances. Nous sommes les alliés des États-Unis. Nous entendons bien rester alliés avec les États-Unis, pour des raisons précises et dans des cas précis, et avec des engagements précis. C'est d'ailleurs, je crois, ce que le président Nixon et le général de Gaulle se sont dit, et ils sont tombés pleinement d'accord. De la même manière, nous voulons pouvoir entretenir une politique de rapprochement avec tous les peuples, y compris avec ceux de l'Est, y compris avec la Russie soviétique. Il va de soi que nous n'approuvons pas son régime, que nous n'en voulons pas pour nous. Il va de soi que nous ne saurions approuver telle ou telle de ses actions. En Tchécoslovaquie,
par exemple. Mais l'intérêt profond de la France, et c'est, je crois aussi, l'intérêt de la Russie soviétique, et c'est l'intérêt de l'Europe, c'est qu'il y ait entre l'Est et l'Ouest un rapprochement, qu'il n'y ait pas ainsi deux blocs qui se heurtent dans une drôle de paix et finiraient par se heurter dans la guerre. Et sur les événements du monde, qu'il s'agisse du Vietnam, qu'il s'agisse du Moyen-Orient ou ailleurs, la France doit avoir le droit d'avoir son avis et de suggérer ce qu'elle pense être les meilleures formules pour la paix. Je ne peux pas, dans une campagne électorale, en dire davantage, mais j'ai mes idées sur toutes ces questions-là, croyez-le. La force de dissuasion. La force de dissuasion, elle existe. Et je ne pense pas que personne nous propose de la détruire. Je ne pense pas qu'on nous propose d'armer nos soldats avec des baïonnettes ou à la rigueur avec les fusils Lebel. Je pense que si nous avons été vaincus en 1940, c'est en grande partie parce que nous n'avions pas su être à l'avant-garde de l'armement militaire. Et la force de dissuasion, elle ne coûte pas plus cher, quoi qu'on essaie de le faire croire aux Français, elle ne coûte pas plus cher que l'armement conventionnel. La preuve d'ailleurs, notre budget est inférieur, très inférieur au budget britannique, budget militaire. Notre budget militaire est très loin d'être supérieur au budget allemand, il est même inférieur. Je ne parle pas de la Russie ou des États-Unis. La force de dissuasion ne coûte pas plus cher qu'un armement classique, elle est plus efficace pour décourager l'attaquant, elle nous permet de faire des grands progrès techniques et industriels, et en fin de compte, elle nous met dans le peloton de tête des nations, comme le disait le général de Gaulle. L'Europe, à présent, l'Europe, c'est un peu l'arlésienne, on en parle beaucoup, et puis on la voit pas beaucoup, il faut bien le dire. Et comment peut-on concevoir l'Europe, par exemple, sans la participation de la Grande-Bretagne? On ne la voit pas beaucoup, l'Europe, mais elle se fait constamment, vous savez. Elle se fait sur le plan économique. C'est le marché commun, c'est le marché commun agricole, industriel. Elle se fait sur le plan humain, par les relations qui se multiplient entre les pays, les jeunes gens qui voyagent. Tout le monde, d'ailleurs, voyage ou veut voyager. On se connaît, on se rencontre, on s'aperçoit qu'on n'est pas si différents les uns des autres, et petit à petit, il se crée ce climat européen, cette Europe économique, cette Europe des esprits, cette Europe réelle. Naturellement, cela ne suffit pas. Pour avoir une Europe tout à fait digne de ce nom et pouvant jouer son rôle, il faut arriver à ce que j'appelle la conscience politique. Il faut qu'à un moment donné, les différents pays européens trouvent moyen, par une organisation ou une autre, sous une forme ou une autre, il faut être très souple en ces matières, de se rencontrer et d'avoir des échanges de vues et, si possible, une politique commune, une attitude politique commune. Et cela, je le reconnais, ne sera tout à fait vrai, tout à fait efficace que lorsque l'Angleterre nous aura rejoints. Mais c'est surtout d'elle que ça dépend et pas de nous. Et pour ma part, si l'Angleterre montre qu'elle est véritablement européenne à tous les points de vue, qu'elle ne dissocie plus du tout ses intérêts de ceux du continent européen, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à un accord avec elle, sous réserve, bien entendu, de ne pas sacrifier nos propres intérêts, en particulier agricoles, et sous réserve qu'il y ait vraiment une volonté politique. C'est cette volonté politique qui jusqu'ici a manqué, et je ne crois pas que ce soit la France qui en ait le plus manqué. En tout cas, en ce qui me concerne, je serai tout prêt à proposer aux chefs d'État et aux chefs de gouvernement de l'Europe des Six, pour commencer, de se rencontrer et de reprendre le problème et d'essayer de relancer cette Europe. Mais cette politique extérieure de la France est-elle compatible avec, disons, le bonheur quotidien des Français? Car vous le savez bien, monsieur, on a souvent accusé le général de Gaulle de négliger ce bonheur quotidien des Français parce que, justement, la politique extérieure de la France était une politique de grandeur. Le général de Gaulle, je crois, pensait aux Français en même temps qu'à la France et n'a jamais dissocié la France des Français, ni les Français de la France. En tout cas, pour ma part, je ne vois pas comment je pourrais les dissocier. Alors vous me dites, peut-on avoir une politique étrangère et en même temps s'occuper du bonheur des Français?
Mais les deux sont liés, et liés étroitement. Naturellement, il faut que désormais le gouvernement s'occupe davantage de problèmes économiques et sociaux. Pourquoi le faut-il? Eh bien parce que notre économie a été secouée par la crise de mai et parce que l'évolution extérieure fait que nous avons pris un certain retard et qu'il importe donc de le rattraper et de faire de la France une grande nation industrielle moderne. Et cela suppose de grands efforts pour que tous les Français participent à ce progrès, en tirent un profit, en tirent davantage de bonheur. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'il y ait bonheur des Français s'il n'y a pas la paix civile, la paix intérieure, mais aussi la paix extérieure? Or, toute notre politique, toute cette politique d'indépendance est une politique tendue vers la paix. C'est le général de Gaulle, d'ailleurs, qui a montré les voies de la paix en Indochine, au Vietnam. Et c'est le général de Gaulle qui a montré, je le crois, les voies de la paix dans bien d'autres pays du monde où règne la guerre, même si certaines de ses paroles ou de ses actes ont pu être mal interprétées. Sur le fond, c'est la paix qu'il voulait. Et c'est la paix que veut la France. La France a besoin de paix, elle a besoin de paix pour ses enfants, elle a besoin de paix pour travailler, elle a besoin de paix pour être heureuse. Donc la politique extérieure, voyez-vous, en ces matières, eh bien, elle est liée aussi au bonheur des Français.